Il y a les mondes que l'on visite, et il y a ceux qui vous visitent. J'ai marché dans les couloirs que le vieil homme laisse derrière lui. L'odeur de rouille et de sucre fermenté, je la sens encore. Je n'aurais pas dû revenir, mais me voici. Je suis l'errant des mondes. Ce soir, j'ouvre un dossier que la Fondation préférerait garder scellé. Voici ce que j'ai pu en rassembler. L'horreur se décline en nuances. Pour certains, elle prend la forme d'un cri étranglé dans la nuit, d'une ombre trop fixe, ou d'un corps qui grince en se pliant là où il ne devrait pas. Pour d'autres, elle a un nom et un numéro. SCP-106, surnommé le vieil homme. Mais ce nom est un euphémisme. SCP-106 n'a rien d'un simple vieillard. C'est une anomalie consciente, agressive et terriblement patiente, capable de défier les lois physiques, biologiques et spatiales. Il ne cherche pas à tuer, il cherche à briser, corrompre, profaner, avec une lenteur clinique qui frôle la perversion. Il prend plaisir à la douleur, à la décomposition, à l'avilissement. Il est la personnification de ce qui rampait dans les coins sombres de notre enfance, mais avec une conscience, un objectif et un accès à une dimension qui n'est pas la nôtre. SCP-106 se manifeste sous la forme d'un homme âgé en décomposition avancée, mesurant entre 1,70 m et 1,85 m, avec une posture voûtée et une asymétrie prononcée des membres. Sa peau, noire et craquelée, semble se détacher de sa structure osseuse par endroits, comme si elle avait été cousue après décomposition. Les surfaces de son corps sont recouvertes d'une substance noire et huileuse, épaisse comme du goudron chaud. Cette substance suintante, présente sur sa peau, ses vêtements ou ce qui en tient lieu, et même dans l'air qui l'entoure, est hautement corrosive et d'origine inconnue. Elle dégage une odeur entêtante de moisissure, de métal rouillé et de sucre fermenté. Une signature olfactive qui reste des heures après son passage. Certains agents affirment avoir entendu des craquements osseux continus quand ils se déplacent, comme si chaque pas déplaçait des structures internes en désordre. Il ne parle pas, il grince. Il respire lourdement, avec un sifflement guttural que certains décrivent comme humide, comme si ses poumons baignaient dans la boue. Ses yeux sont profondément enfoncés, mais on dit qu'il brille faiblement dans l'obscurité, non pas d'une lumière naturelle, mais d'un reflet malsain, comme si quelque chose d'autre regardait à travers lui. SCP-106 ne se déplace pas comme une entité animale. Il ne court jamais. Il observe. Il attend. Il peut rester immobile pendant des jours, accroché au plafond d'un couloir, plaqué contre un mur, comme une araignée inversée. Des caméras de surveillance ont capté des séquences où il ne bouge pas pendant 72 heures consécutives. Ses yeux fixés sur une seule porte, avant de fondre d'un coup sur un agent isolé. Il cible en priorité les humains jeunes, entre 10 et 25 ans, bien que cette préférence ne soit pas absolue. On suppose qu'il réagit à un mélange de détresse, d'activité physiologique et de peur aiguë. Il semble également sensible aux blessures. Plus une proie est souffrante, plus il est attiré. Lorsqu'il choisit une cible, il ne tue pas immédiatement. Il utilise une stratégie qu'on pourrait qualifier de neutralisation chirurgicale. Il touche sa proie et la corrosion commence. Les tendons sont dissous, les muscles se contractent violemment, les os se fissurent. L'individu s'effondre, hurlant, mais vivant. Ce CP-106 se contente alors de regarder, comme pour apprécier le moment. Puis il saisit, lentement, sans effort, et disparaît dans une paroi, emportant la victime dans ce que la Fondation appelle sa dimension de poche. La dimension personnelle de SCP-106 est l'un des espaces extradimensionnels les plus dérangeants jamais observés par la Fondation. Seuls quelques rares individus en sont revenus, et encore, pas toujours intacts. Selon les enregistrements sensoriels et les témoignages partiels, cette dimension n'est ni stable, ni euclidienne. Elle est constituée de couloirs décrépits, de chambres sans angle droit, de structures en suspension, parfois construites à l'envers ou pliées sur elles-mêmes. Le sol est souvent visqueux,
les murs palpitants et la gravité incohérente. Des couloirs semblent se rétrécir lentement autour de l'intrus ou s'étirer indéfiniment. Certaines portes n'ont pas de poignée ou ne mènent qu'à d'autres copies de la même pièce. Le temps y est déformé. Un survivant a affirmé être resté moins d'1 heure alors que son corps montrait des signes de vieillissement cellulaire sur 3 mois. Ce monde n'est pas un lieu de vie, c'est un théâtre de souffrance, un laboratoire personnel, un piège vivant. Témoignage. Extrait du rapport CSD 2074. Rescapé. Il ne marche pas. Il coule. Il m'a emmené là-bas. Il m'a laissé ramper. J'ai vu une pièce où il pleuvait des dents. J'ai vu ma propre chambre, mais les murs respiraient. Et il y avait une copie de moi dans le lit. Il me regardait. Il souriait. Je suis sorti, je crois. Mais je sens encore le sol bouger sous moi. Et parfois je vois la peinture des murs s'écailler, comme s'il revenait. Le sujet est mort 48 heures après son retour, d'un effondrement organique généralisé. Son dernier acte documenté fut d'écrire « Pas encore » avec ses propres ongles sur le sol de sa cellule. Tenter de contenir SCP-106, c'est comme essayer de contenir un poison avec du papier. L'entité ignore les lois matérielles. Elle traverse les murs. Elle corrompt tout ce qu'elle touche. Elle n'a pas besoin de forcer une porte. Elle dissout le concept même de passage. La Fondation, consciente de ses limites, a conçu un des dispositifs de confinement les plus extrêmes et complexes jamais mis en œuvre. La cellule de SCP-106 repose au cœur d'une installation souterraine désignée Zone 02M, dans un silo construit à plus de 300 mètres de profondeur. Sa cellule primaire est une chambre cubique de 6 mètres de côté, suspendue au centre du vide par des câbles en acier trempés au plomb, reliés à un système gyroscopique compensateur. L'objectif est clair: éviter tout contact avec le sol, les murs ou toute autre structure physique. La paroi de la cellule est constituée de plomb renforcé, doublé d'acier composite, en 40 couches concentriques. Entre chaque couche, une poche de vide ou un liquide aléatoire, mercure, eau salée, gel colloïdal, censé perturber l'orientation spatiale de l'entité. Le cœur de la structure est maintenu dans l'obscurité constante, mais entièrement recouvert de capteurs lumineux. En cas d'activité suspecte, le système flot de lumière est activé. 500 000 lumens de projecteurs saturent l'espace. Pourquoi? Parce que 106 déteste la lumière. C'est l'un de ses seuls points faibles observés. Une exposition prolongée semble le désorienter, le ralentir, voire le faire fuir momentanément. Mais cette aversion n'est pas fiable. Parfois il s'arrête. Parfois, il traverse la lumière comme si de rien n'était. Il faut bien comprendre. La cellule n'est pas là pour le bloquer. Elle est là pour le fatiguer, le retarder, le contenir statistiquement. La zone autour de la cellule est dotée de 200 capteurs de corrosion, capables de détecter une anomalie jusqu'à 250 mètres. Dès qu'une variation de température, d'humidité ou de tension moléculaire dans l'air est enregistrée, l'alarme de brèche est déclenchée. En parallèle, des caméras thermographiques, des micro-capteurs de pression et un système de détection de comportement pré-anomalique surveillent SCP-106 en temps réel. En théorie. En pratique, il trompe tout. Il sait quand on le regarde. Il reste inerte pendant des jours, accroché au plafond, sans respirer, sans cligner. Il attend qu'on relâche notre vigilance. Et quand il frappe, il ne reste plus rien à enregistrer. La procédure la plus sinistre de tout le dossier de SCP-106 porte un nom codé. Protocole 11K. Il est déclenché lorsque SCP-106 quitte sa cellule et ne revient pas dans un délai de 6 heures. Voici comment il fonctionne. Un sujet humain, presque toujours un membre du personnel de classe D, sélectionné pour son âge, entre 10 et 25 ans,
et son absence de famille proche, est conduit dans une cellule de confinement secondaire. Là, une équipe médicale est chargée de lui infliger une blessure sévère, mais non mortelle. Les méthodes varient selon le temps de réponse attendu. Sectionnement du tendon d'Achille, fracture ouverte du fémur ou du radius, lacération profonde de la paroi abdominale. Le sujet est conscient, non anesthésié, et laissé seul dans la cellule, équipé de microphones et de capteurs ECG. Plus la panique et la douleur sont élevées, plus les chances d'attirer SCP-106 augmentent. Dans 82% des cas recensés, l'entité se manifeste dans les 30 minutes suivant l'exposition du sujet. Elle émerge du mur, observe brièvement, puis saisit la victime. L'unité de confinement principale est alors refermée dès que l'entité réintègre la structure. Rapport de récupération, sujet D3422. Sujet mâle, 19 ans. Après 2 heures sans contact avec SCP-106, le protocole 11K est activé. Fracture volontaire du tibia gauche, déplacement de la rotule, placement du sujet dans la cellule de recapture. D3422 crie, pleure, appelle sa mère. SCP-106 se manifeste au bout de 18 minutes. Il traverse le plafond, il regarde, il touche le visage. Le contact déclenche immédiatement une corrosion du tissu facial. L'entité rit. Elle rit sans produire de son. D3422 est emporté. 3 jours plus tard, ce qui restait de D3422 a été retrouvé dans la salle d'archivage 7B. Fondu à mi-hauteur dans une armoire métallique, il était encore vivant. Ses derniers mots furent « Il voulait que je voie ». SCP-106 a été soumis à toutes les formes de destruction connues. Les résultats sont aussi frustrants que terrifiants. Armes balistiques lourdes, calibre 50, munitions incendiaires, charges creuses, aucune blessure apparente. La matière semble absorber l'impact sans dommage visible. Les balles rouillent au contact. Températures extrêmes, de moins 200 degrés Celsius à plus de 1800 degrés Celsius. Exposition à l'azote liquide et à des flammes plasmatiques. L'entité semble inconsciente de la chaleur et sa structure corporelle ne réagit pas au changement d'état. Pression atmosphérique et vide. SCP-106 a été placé dans une chambre à vide complet. Résultat, il s'est désintégré volontairement, laissant une mare noire, puis s'est reformé 11 heures plus tard dans la cellule d'un technicien de nuit. SCP-106 n'est pas simplement résistant. Il semble au-delà de la destruction. Chaque tentative ne fait que renforcer une hypothèse de plus en plus partagée parmi les chercheurs. 106 n'est pas un corps. C'est un fragment de quelque chose, un symptôme physique d'un mal plus ancien, ou même une idée incarnée, maintenue par une logique qui échappe à notre compréhension. Et pourtant, il est là. Il sourit. Il attend. Et il prend. L'une des hypothèses les plus persistantes au sein de la Fondation est aussi l'une des plus glaçantes. Et si SCP-106 avait été humain? Parmi les théories archivées, une revient avec insistance. Celle d'un soldat durant la Première Guerre mondiale. Un homme nommé Lawrence. Un nom perdu dans les registres, mais dont le souvenir persiste à travers les rapports, les rumeurs et les cadavres. Ce récit, connu officieusement sous le titre « Le jeune homme », a longtemps été écarté comme simple légende. Pourtant, les recoupements sont nombreux et les coïncidences trop précises pour être ignorées. Dossier non classifié numéro 1412. Témoignages indirects. Caporal Jenkins, unité 9B, 1917. Il n'était pas bizarre. Pas vraiment. Pas plus que nous en tout cas. C'est ça qui était le plus inquiétant. Il était fade, pas absent, pas calme. Juste creux, comme un visage qu'on oublie dès qu'on ne le regarde plus. Le soldat Lawrence, dont le nom complet ne figure dans aucun registre officiel, aurait été affecté à une compagnie britannique opérant dans les tranchées de l'Est de la France. Selon les rares témoins encore vivants, il ne parlait presque jamais, ne recevait ni lettres ni colis, et ne se liait à personne. Pourtant, tous se souviennent de la sensation de malaise qui l'accompagnait.
soldat de 2e classe Thomas Wilkes, interrogé en 1948. Quand il entrait dans un dortoir, les autres se taisaient. Il ne faisait rien, ne disait rien, mais on avait tous cette impression qu'on devait se lever et sortir. Lawrence dormait peu, mangeait sans appétit et passait de longues heures assis dans la boue, regardant fixement les sacs de sable devant lui. Plusieurs soldats ont rapporté qu'il murmurait en dormant, évoquant des couloirs, des rires d'enfants, des ombres, et parfois un nom de femme qu'aucun de ses camarades ne connaissait. Fin janvier 1917, l'état-major reçoit un rapport sur une tranchée ennemie voisine, soudainement silencieuse depuis 3 jours. Aucune activité, aucun tir, aucun signal de vie. Une patrouille de 15 hommes, dont Lawrence, est envoyée pour inspection. Officieusement, certains officiers auraient vu cette mission comme une opportunité d'éloigner Lawrence. Ce qui suit est reconstitué à partir des carnets de bord retrouvés, de témoignages fragmentaires et d'une unique lettre jamais envoyée, retrouvée dans la veste d'un survivant. La tranchée allemande était déserte. Aucun cadavre, aucun signe de combat. Juste le silence et une odeur immonde de fermentation et de rouille. Au fil de leur progression, les soldats trouvent des restes humains non identifiables. Une chambre où le sol est recouvert d'une couche de chair étalée, comme une peinture grotesque. Un crâne posé sur un lit, contenant 10 phalanges humaines insérées dans les orbites. 2 corps décharnés, entièrement recouverts de mucus noir, leurs vêtements fondus sur la peau. Dans une latrine, un soldat découvre des centaines d'yeux humains flottant à la surface, mélangés à de la bile et des viscères. Plusieurs vomissent. D'autres veulent partir. Lawrence, lui, ne montre aucune émotion. Il avance, plus vite que les autres. Il s'arrête brusquement devant un trou béant, à même le sol de la tranchée. Un effondrement naturel selon certains, un accès selon d'autres. Le soldat John Merritt, dernier témoin fiable, raconte. Il s'est tourné vers nous et il a souri. Pas un vrai sourire, quelque chose de tordu. Puis il s'est laissé glisser, comme si c'était chez lui. Pas un cri, pas une hésitation. Merritt s'approche du trou. Il entend des bruits de succion, des claquements humides, un gloussement étouffé. Et l'odeur le fait vomir. Après plusieurs minutes, Lawrence ressort, tremblant, couvert de boue noire et de sang, les yeux dilatés comme sous une drogue. Il vomit une gélatine noire, puis s'effondre. On le ramène. Il ne dit rien pendant 2 jours. À son retour, Lawrence change. Il devient bavard. Il parle de créatures dans l'ombre, de chambres vides qui crient, de visages fondus. Il rit seul. Il se tient éveillé la nuit, fixe les autres soldats avec des yeux vides de lumière. Une semaine plus tard, un soldat est retrouvé pris dans les barbelés, ses intestins déroulés autour de lui comme une spirale. L'autopsie parle de corrosion interne. Puis vient une maladie étrange. Les chairs se désagrègent, la peau noircit. Des suintements acides apparaissent, sans blessure visible. Les morts s'accumulent. Lawrence s'est envoyé à l'arrière, interné. Il mord une infirmière, lui arrache 3 doigts et fait fondre sa cornée droite par simple contact. Il est transféré dans un asile militaire. Dans l'asile, il devient encore plus instable. Il disparaît régulièrement de sa chambre pendant plusieurs heures, puis réapparaît nu, endormi, dans des pièces fermées. Un médecin écrit « Il ne s'évade pas, il se téléporte littéralement. » Puis un soir, il disparaît définitivement avec 18 autres patients. Les surveillants affirment avoir tourné le dos moins de 5 minutes. La pièce est retrouvée saturée d'un mucus noir, les lits fondus dans le sol, et au centre, une spirale de dents humaines parfaitement ordonnée. Aucun corps n'est retrouvé, aucune trace de sortie. Lawrence est classé disparu et le dossier est scellé. Les mois suivants, des signalements d'un être noir et suintant apparaissent à travers l'Europe. Dans un orphelinat vidé de ses enfants, les murs couverts de moisissures. Dans un hospice où 5 infirmières sont retrouvées fusionnées dans un même lit. Dans un train abandonné, où des dizaines de passagers sont figés dans des poses de souffrance extrême.
comme saisi en pleine agonie. Dans chaque cas, une odeur de rouille, de pourriture et de sucre, et une silhouette noire, boutée, qui ne laisse jamais de traces. Sauf les cris. En 1994, un chercheur de la Fondation recoupe les rapports de ces incidents avec les premières brèches de SCP-106. Le lien avec Lawrence est troublant. Apparence identique, capacité de déplacement transdimensionnelle, préférence pour la souffrance et les jeunes victimes, signature corrosive identique. Conclusion du rapport confidentiel. Il est plausible que l'entité SCP-106 soit le produit d'une transformation humaine. Le sujet connu sous le nom de Lawrence pourrait être soit l'origine, soit le premier hôte de cette forme anormale. Une autre piste. S'il est vrai que l'on devient ce que l'on endure, alors certains monstres sont nés du chagrin. C'est l'hypothèse terrifiante qu'explore le récit Until Death. Contrairement à The Young Man, qui dépeint une transformation progressive au contact d'un lieu maudit, Until Death suggère que SCP-106 pourrait être un retour d'outre-réalité, une renaissance déformée par l'isolement, la douleur et une mémoire qui s'accroche. Le récit commence banalement. Un chercheur travaille tard dans un laboratoire désert de la Fondation. Elle s'appelle Dr Anna Lang et elle est seule. Ou du moins, elle le croit. La lumière du plafonnier clignote une fois, puis s'éteint. Elle soupire, attrape son téléphone pour activer la lampe et retourne vers son bureau. Et c'est là qu'elle le voit. Sur ses dossiers, une main humaine, fraîchement tranchée, encore tiède, et surtout, marquée d'une alliance passée à l'annulaire. Un bruit humide vient de l'angle de la pièce. Elle braque sa lampe. Le mur s'effrite, suinte, bave. De la peinture cloquée tombe au sol, révélant une tache noire et vivante qui grandit, comme un œil qui s'ouvre. Elle recule. Trop tard. Une main noire, tordue, sans ongles, jaillit du mur et attrape son avant-bras. Elle hurle. La peau fond instantanément. L'os est visible. Elle arrache son bras d'un coup sec, trébuche et court. Derrière elle, il sort. Il n'est pas rapide. Il marche. Mais chaque pas laisse derrière lui un trou dans le monde. Le sol s'affaisse. Les murs noircissent. Le métal gémit comme un animal blessé. Anna parvient à atteindre la salle de garde. Un agent de sécurité la voit, arme au poing. Il tire. 3 balles. L'entité s'effondre, puis s'enfonce dans le sol, laissant derrière elle un trou fumant. Un silence. Puis une pluie acide tombe du plafond. Le garde lève les yeux. Trop tard. CP-106 tombe sur lui, le visage en fusion, et lui arrache la gorge d'un coup sec. Anna court. Sa cheville se tord. Elle rampe jusqu'à la salle de contrôle. Elle active l'alarme. Une lumière rouge inonde le couloir. Elle se retourne. Il est là. SCP-106 s'approche. Lentement. Il tient dans sa main une gorge humaine. Elle reconnaît la plaie. C'est celle du garde. Mais ce n'est pas ça qui la paralyse. C'est ce que l'entité fait ensuite. Il place la gorge dans sa propre bouche. Il l'enfonce dans son propre larynx. Et soudain, il parle. Une voix déchirée, inversée, surgit du fond de sa gorge, distordue et grésillante comme une radio morte. Un mot, puis 2 de plus, presque pleurés. Anna. Anna. Elle recule, suffocant. Ce n'est pas un monstre. C'est quelqu'un. Quelqu'un qui connaît son nom. L'entité lève une main. Là, un doigt sans peau porte une alliance déformée. Elle comprend. Elle connaît cette bague. Elle connaît cette voix. Elle connaît cet homme. Robert Scranton, son ancien amant. Le chercheur perdu dans SCP-3001. La Red Reality. Une réalité d'effondrement, de solitude infinie, où Scranton avait été emprisonné seul pendant des années, incapable de mourir, incapable de revenir. Dans SCP-3001, on apprend que son corps se désintégrait lentement.
que sa conscience survivait dans un néant rouge, une fracture entre les mondes. Il parlait seul. Il répétait le nom Anna. Il rêvait de retrouver la réalité. Et s'il l'avait fait, mais pas entier. Il s'approche. Il tend la main. Elle ne peut pas bouger. Sa peau fond lentement. Sa bouche hurle, mais sa langue s'est liquéfiée. Elle ne sent plus la douleur, juste la chaleur collante de sa présence. Puis il l'embrasse, littéralement. Il fusionne son visage avec le sien. Les tissus se mélangent. La chair devient une seule masse. Ensemble, ils s'enfoncent dans le sol, emportés dans la noirceur, verrouillés dans une dernière étreinte. Le récit est considéré comme un épilogue non officiel de SCP-3001. Il transforme la perception même de SCP-106. Ce ne serait pas une entité étrangère, mais un homme, un survivant d'un autre monde. Le corps serait une reconstruction incomplète, fragile, corrompue par les années passées hors de la réalité. La cruauté de 106 ne serait pas gratuite, mais le résultat d'une psyché broyée, incapable de distinguer la douleur de l'amour, la fusion de la destruction. Une phrase revient souvent dans les documents internes. Et si SCP-106 n'était pas un monstre? Et si c'était juste ce qu'il reste d'un homme qui voulait revenir? Tous ne partagent pas cette interprétation. De nombreux chercheurs la jugent trop romancée, trop anthropocentrique. L'idée qu'un être comme SCP-106 cache une histoire d'amour serait une tentative désespérée de rendre l'horreur plus acceptable. D'autres voient dans cette explication un risque. L'empathie envers l'entité pourrait entraver les décisions froides nécessaires à son confinement. Ce que nous savons et ce que nous croyons savoir. SCP-106 est l'une des anomalies les plus anciennes documentées par la Fondation. Classé Keter, immortel, résistant à toute forme de destruction, capable de manipuler l'espace et de traverser la matière comme une ombre acide, il représente l'un des échecs structurels majeurs de la Fondation en matière de confinement définitif. Nous avons observé son comportement sur des centaines de brèches, étudié sa matière, ses rejets, ses impacts environnementaux, testé armes, poisons, radiation, vide, feu, lumière, tenté de modéliser sa dimension de poche, collecter les restes de ceux qu'il n'a pas tués mais renvoyés. Et malgré tout, ce que nous savons de lui tient en moins d'une page. Tout le reste, nous le déduisons, nous le devinons, nous le redoutons. Ces deux récits, The Young Man et Until Death, semblent au premier abord totalement opposés. L'un parle d'un soldat taciturne pendant la Première Guerre mondiale, l'autre d'un chercheur revenu d'un cauchemar dimensionnel. Pourtant, quand on les examine de plus près, on retrouve des points communs troublants. Dans les deux cas, il s'agit d'un être humain confronté à une dimension étrangère, hostile et impossible à comprendre. Dans les deux cas, la transformation est progressive, d'abord mentale, puis physique. Une mutation lente, douloureuse, irréversible. Que ce soit Lawrence ou Scranton, les deux sont animés d'un attachement obsessionnel. Un besoin de créer, de fusionner, de détruire, pour ne pas être oublié. Dans The Young Man, l'origine de cette obsession reste floue. Dans Until Death, elle porte un nom, Anna. Tous deux reviennent. Tous deux émettent une substance noire corrosive. Tous deux ont une capacité de déplacement transdimensionnelle. Et tous deux semblent impossibles à tuer. Ce parallèle entre les récits fait naître une hypothèse terrifiante. Et si SCP-106 n'était pas unique? Et si ce n'était pas une entité, mais un modèle, un processus reproductible? Et si d'autres êtres humains étaient déjà en train de devenir ce qu'il est? Plusieurs équipes de la Fondation ont tenté de formaliser la nature exacte de SCP-106. Voici les 5 hypothèses les plus documentées. Hypothèse 1. L'entité autonome interdimensionnelle. SCP-106 serait une créature ancienne, issue d'une dimension parallèle ou antérieure à notre réalité. Avec ses propres lois physiques, il aurait trouvé un moyen de s'ancrer dans notre monde pour y chasser. Probabilité estimée, 47%.
Hypothèse 2. L'humain altéré. Laurence. Une entité humaine transformée par contact avec une dimension parasite. L'existence du tunnel, des traces biologiques humaines et le profil psychologique de Laurence appuient cette idée. Probabilité estimée, 29%. Hypothèse 3. Le revenant extradimensionnel. Scranton. Le retour impossible d'un être humain pris dans une dimension en décomposition, comme SCP-3001. L'entité ne serait pas un monstre, mais le produit d'une volonté humaine qui a refusé de disparaître. Probabilité estimée, 18%. Hypothèse 4. La manifestation d'un concept. Une entropie. 106 ne serait ni vivant ni mort, mais une cristallisation physique d'un concept abstrait, comme la dégradation, la souffrance ou l'abandon. Sa forme humaine ne serait qu'un masque temporaire. Probabilité estimée, 5%. Hypothèse 5. Et si SCP-106 n'était que le premier cas connu? Un prototype involontaire? Un écho d'un phénomène plus vaste? Et si d'autres versions existaient déjà, en formation ou en attente? Probabilité estimée, inconnue. La Fondation n'a pas su, ou pas voulu, répondre à certaines questions fondamentales. Pourquoi SCP-106 revient-il? Il pourrait rester dans sa dimension. Il pourrait ne jamais revenir. Mais il le fait, toujours. Comme s'il avait besoin qu'on se souvienne de lui. Pourquoi l'humain l'attire-t-il autant? Il pourrait se nourrir autrement. Mais il choisit des êtres jeunes. Il les mutile lentement. Puis il les abandonne, vivants. Ou presque. Que voit-on dans sa dimension? Les caméras ne fonctionnent pas là-bas. Les microphones non plus. Seuls quelques récits, brisés, incohérents, sont revenus. Tous parlent de couloirs mouvants, de chambres qui respirent, de visages familiers tordus. Peut-on négocier avec lui? Une fois, un classe D a tenté de lui parler. Il a dit « Je t'écoute ». SCP-106 s'est arrêté, puis a ri. Un son long, sec, sans souffle. Puis il l'a emporté. SCP-106 n'est pas seulement une anomalie à contenir. C'est une interrogation permanente sur les limites de ce que nous considérons comme vivant, humain ou même réel. Il n'a pas de logique prévisible, pas de finalité observable, pas de langage, pas de morale. Il traverse les murs, les dimensions et les esprits, comme si rien n'avait d'importance, comme si nous n'étions que des expériences pour lui, ou peut-être un souvenir. Qu'il soit un soldat abandonné, un amant brisé, ou un concept incarné, une chose est sûre. SCP-106 reviendra toujours, et il vous regardera souffrir, lentement. Voilà ce que je sais du vieil homme. Le reste, je ne l'ai pas ramené. Personne ne le ramène. Le dossier se referme, mais il en reste tant d'autres. Je suis l'errant des mondes. Prenez soin de votre monde. Il est plus fragile qu'il n'y paraît.